Binge Audio. Préparé avec amour et fait avec amour. S'il était né au XXe siècle, est-ce qu'Alexandre Dumas aurait été embauché comme scénariste chez Marvel ? Cette question d'apparence un peu stupide, je vous l'accorde, elle part d'un constat tout ce qu'il y a de plus sensé lié à la sortie au cinéma de la nouvelle adaptation du Comte de Monte Cristo avec Pierre Niney dans le rôle titre. Cette histoire ayant été portée à l'écran, sur le petit comme sur le grand, des dizaines et des dizaines de fois, à peu près partout dans le monde occidental, on pourrait y voir une forme de parenté avec les récits contemporains de la pop culture, à commencer par ceux de Marvel, eux aussi sans cesse adaptés et réadaptés. Est-ce que les personnages de romans feuilletons ne seraient pas nos super-héros à nous, finalement ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cet épisode. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Il y a des années, j'ai aimé une jeune femme que j'allais épouser. Je porte ici un mandat d'arrêt pour le dénommé Edmond Dantès. Si Dantès nous a trahis, alors qu'il est le sort des traîtres. Je suis innocent! J'ai rien fait, je suis innocent! Il vivra. Et pour tout le monde, il sera mort. Ces interrogations, finalement pas si stupides que ça, je les ai adressées à quelqu'un de bien mieux informé que moi sur le sujet. C'est Sarah Mombert, elle est maîtresse de conférences en littérature française du 19e siècle à l'École normale supérieure de Lyon. Je l'ai appelée pour lui demander tout simplement, quand on parle de roman feuilleton, on parle de quoi ? C'est pas très compliqué. Le roman feuilleton, c'est un roman publié par épisode dans la presse quotidienne. C'est l'année où est apparu en France un nouveau type de journal quotidien, non plus financé par un groupe d'opinion, un groupe politique, une église, mais sont apparus des journaux apolitiques, publiés par des sociétés par action et financés par la publicité. Et pour fidéliser les abonnés, les patrons de ces nouveaux journaux ont imaginé de publier des romans en tranches quotidiennes dans la partie inférieure de la page qu'on appelle le feuilleton. Donc c'est ça un roman feuilleton, c'est un roman qui paraît dans le bas de la page. Et alors, ce qui se joue dans cette révolution médiatique de 1836, c'est l'entrée dans l'économie de l'attention, où nous sommes encore aujourd'hui, et plus que jamais même. Dans ce régime médiatique moderne, ce qui a de la valeur, c'est le temps que le lecteur passe à lire le journal, la certitude qu'il va lire le numéro du lendemain, et donc la probabilité qu'il voit les réclames des annonceurs. Et dans ces journaux du 19e siècle, donc, ce qui sert de produit d'appel pour fidéliser les abonnés, c'est la littérature. Un peu comme aujourd'hui dans les médias en ligne où l'information n'a en elle-même pas tellement de valeur, mais elle génère du clic, et c'est le clic qui vaut de l'argent. Donc ça fonctionne un petit peu comme ça. La naissance du roman feuilleton dans ce contexte médiatique, de révolution médiatique, explique que c'est une littérature qui, dès le départ, est destinée au plus large public possible. Les romanciers qui écrivent des romans feuilletons ne cherchent pas à créer une œuvre de grande culture destinée à une élite pour laquelle elle aurait une valeur de distinction. Ils produisent vraiment des produits culturels susceptibles d'être lus par tout le monde. Donc c'est pas l'écrivain tout seul qui écrit son roman dans sa tour d'ivoire ou dans son bureau, mais immédiatement, il produit pour le journal et pour le grand public. Et c'est ce que faisait Dumas d'ailleurs, puisque les romans d'Alexandre Dumas, il les a écrits en équipe, en collaboration avec Auguste Maquet, et en ayant immédiatement en tête ce mode de diffusion. C'est tout à fait commun à tous les pays qui, au XIXe siècle, ont une presse de masse. Donc en Angleterre, les romans de Dickens. Dickens était lui-même patron de presse et il publiait ses romans dans son propre journal. Ses amis aussi, donc des gens comme Wilkie Collins, par exemple, l'auteur de La Femme en blanc, publiait ses romans en roman feuilleton. Et puis aux États-Unis, c'est pareil. Il y a aussi des romans feuilletons. Donc c'est pas du tout spécifique à la France, mais certains des romanciers français ont eu
un grand succès même à l'étranger. Leurs œuvres étaient traduites et publiées, reproduites aussi dans les journaux étrangers. En 1836, les tirages des journaux quotidiens sont relativement modestes. Mais à la fin du 19e siècle, où sont encore écrits beaucoup de romans feuilletons, là c'est des tirages énormes, hein, ce sont des millions d'exemplaires pour les quotidiens parisiens qui sont lus tous les jours. Et en plus, chaque exemplaire du journal est lu par plusieurs personnes, donc le public est vraiment très 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 important, très large. Le premier très grand succès du roman feuilleton, c'est en 1842, Les Mystères de Paris d'Eugène Sue. Le romancier, poète et critique Théophile Gautier disait un peu en manière de boutade qu'il y avait des malades qui avaient attendu pour mourir de la fin de la parution des Mystères de Paris. Donc ça, c'est le premier énorme succès. Et puis après, il y a eu les romans de Dumas, et puis après, il y a eu Rocambole, Fantomas plus tard. Voilà, tout ça, c'est paru en roman feuilleton. Et bien sûr, le premier roman policier, tout ça, ça paraît en feuilleton. Donc c'est pas tellement la thématique que la façon de raconter des histoires. Et alors ça, c'est quelque chose qui a vraiment laissé une marque sur la façon moderne de raconter des histoires, puisque le roman feuilleton au XIXe siècle, ça a vraiment été un laboratoire d'expérimentation où on a mis au point les techniques narratives de la pop culture d'aujourd'hui, en particulier sur le mode sériel. Alors ça a eu une influence sur la littérature, mais aussi sur certains mangas, et puis sur les séries Netflix ou sur le cinéma. Les conséquences de l'écriture du roman feuilleton pour la presse, on peut les voir dans tous ces genres quand on regarde la longueur du récit. Hein. Tous ces récits sont très longs, puisqu'il s'agit de fidéliser les abonnés. Donc ce sont des romans qui paraissent pendant des mois d'affilée, un épisode par jour ou 5 par semaine. Et puis on compte sur le suspense, sur la tension narrative pour donner envie au lecteur de lire l'épisode du lendemain. Et puis on travaille tout particulièrement ce qu'on appelait au XIXe siècle la coupe, donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le cliffhanger à la fin d'un épisode. La structure de tous ces romans fonctionne par arc narratif, avec beaucoup de personnages secondaires, des intrigues arborescentes, et tout ça, ça se retrouve dans les fictions de grande consommation d'aujourd'hui, que ce soit dans les romans avec le polar, les romans de fantasy, toute la littérature jeune adulte qui est immédiatement écrite pour être publiée sous forme de série, et puis bien sûr dans les séries de télévision et les séries produites pour les plateformes comme Netflix. Mais pour la production de séries, en fait, il y a même des scénaristes ou des showrunners qui s'inspirent explicitement des romans feuilletons. Par exemple, Olivier Schulzinger, le scénariste créateur de Plus belle la vie, quand il a commencé à écrire la série en 2004, il avait en tête le modèle des romans feuilletons du XIXe siècle. Donc c'est vraiment cette esthétique-là et cette façon de raconter les histoires qu'il a appliquée à quelque chose de complètement différent, bien sûr, un sujet complètement différent, la vie dans ce quartier marseillais, mais c'est cette structure-là et cette façon de raconter les histoires. Quittons le quartier du Mistral et Plus belle la vie pour revenir à notre point de départ, à savoir le Comte de Monte Cristo et plus précisément son auteur Alexandre Dumas. Qu'est-ce qui fait que, de tous les créateurs qui se sont illustrés lors des années fastes du roman feuilleton, il soit celui qui aujourd'hui encore se distingue le plus ? Alexandre Dumas est vraiment l'un des inventeurs du roman feuilleton. Alors, en fait, il a bien observé ce qui se passait, les évolutions du support médiatique et la façon de raconter les histoires dans le support médiatique. Avant d'écrire des romans, il était dramaturge. Donc, il a été, avec son ami Victor Hugo, l'un des inventeurs du drame romantique. Donc, il écrivait des pièces historiques qui étaient jouées sur scène et qui avaient beaucoup de succès. Et puis, en 1842, au moment du succès des Mystères de Paris d'Eugène Sue, il a vu ce qui se passait. Et donc, Dumas se dit, mais dans le fond, ce que j'écrivais, toutes ces fictions historiques que j'écrivais pour la scène, il faudrait peut-être que je les écrive pour le roman, parce que c'est là que ça, pour le roman feuilleton, pour le journal, c'est là que ça a l'air de se passer. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Il a signé des contrats avec des journaux, et avec son collaborateur, Auguste Mackay, ils se sont mis à écrire sous forme romanesque des fictions historiques. Donc c'est en 1844 Les Trois Mousquetaires, ça a eu beaucoup de succès. Et puis quelques mois après,
ils ont commencé un roman à sujet contemporain, donc qui n'est pas un roman de KPDP, mais qui est un roman à sujet contemporain, Le Comte de Monte Cristo. Donc, l'héritage du théâtre est très important dans ces romans, parce que ce sont des romans très dialogués. Et c'est d'ailleurs dans la répartition du travail entre les deux collaborateurs, c'est Dumas qui passait en dernier, qui écrivait les dialogues, parce qu'il avait ce talent de dialoguiste du théâtre. Et ça, c'est très important, même pour nous encore aujourd'hui, parce que c'est toute la dynamique du récit et son côté très... les dialogues spirituels, les grandes scènes dramatiques. Il y a beaucoup de grandes scènes dramatiques dans les romans de Dumas. Tout ça, ça vient du théâtre. Et évidemment, ça peut passer directement au cinéma. Ça fait le côté très cinématographique des romans de Dumas. Mais alors, l'une des caractéristiques des romans feuilletons de Dumas, c'est qu'ils ont tout de suite été écrits pour avoir des suites et pour être réécrits, réexploités, transposés. Dumas a d'abord écrit lui-même les suites de ses propres romans. Par exemple, Les Trois Mousquetaires est suivi de 20 ans après du Vicomte de Bragelonne. Ça fait une trilogie. Et puis, il y a aussi des suites que d'autres ont écrites, que d'autres ont données aux romans de Dumas. Par exemple, il y a eu un fils de Monte Cristo dès les années 1880, donc ça vient relativement vite. Et puis, il y a même ce qu'on appelle aujourd'hui des crossovers, c'est-à-dire des récits qui mélangent plusieurs univers fictionnels. Il y a par exemple eu dans les années 1920 un D'Artagnan contre Cyrano de Bergerac. Donc c'est le héros d'Artagnan, le héros des Trois Mousquetaires, qui rencontre le héros d'Edmond Rostand. Mais l'auteur qui a écrit ça, le romancier qui a écrit ça, n'était pas le premier à y avoir pensé, puisque dans la pièce Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, D'Artagnan apparaît. C'est un personnage de la pièce, tout à fait mineur, mais enfin voilà. Donc ces univers se mélangent. C'est tout à fait caractéristique de la pop culture. On est dans un régime de faible auctorialité où les récits sont interrompus, repris, prolongés, soit par l'auteur lui-même, par son collaborateur, par son fils ou par quelqu'un d'autre. Et ces héros évoluent dans une sorte d'univers fictionnel collectif qui est très favorable aux reprises. Et il y en a de très célèbres. Par exemple, parmi les reprises de Monte Cristo, il y en a une... que beaucoup de gens ont lu, qui s'appelle Mathias Sandorf, le roman de Jules Verne. C'est l'histoire de Monte Cristo transposée dans un autre contexte historique, puisque le héros est un agitateur politique hongrois emprisonné par la police autrichienne dans les années 1860. Mais Verne l'a écrit spécifiquement comme une reprise de Monte Cristo. Et puis, Dumas et Maquet ont eux-mêmes adapter leur propre roman pour la scène. Par exemple, Le Comte de Monte Cristo, ils en ont tiré non pas une, mais 4 pièces de théâtre. Et l'une de ces pièces, la première, celle qu'ils ont fait jouer dans le théâtre que Dumas s'était fait construire, avait fait construire sur les boulevards parisiens, en 1848, cette première adaptation, c'était une adaptation en 2 soirées de 6 heures chacune. Donc, la pièce aussi était très longue. Et puis alors, bien sûr, au moment où est né le cinéma, à la fin du 19e siècle, immédiatement, le cinéma s'est emparé de ces romans, c'est tout de suite passé à l'écran. À l'époque du cinéma muet, il y a une adaptation du Comte de Monte Cristo tous les ans. Entre les États-Unis, l'Italie et la France, on fait un remake tous les ans. Et d'ailleurs, le tout premier film qui a été produit à Hollywood, c'était à Monte Cristo. Quand Dumas a écrit Le Comte de Monte Cristo, il a injecté dans son personnage tout un fond culturel préexistant et qui s'est recombiné dans son héros. Par exemple, Monte Cristo ressemble un petit peu à Ulysse, le héros de l'Odyssée. Il ressemble aussi un petit peu à Simbad le marin. C'est d'ailleurs le pseudonyme qu'il prend quand il navigue sur la Méditerranée. Il se fait appeler Simbad le marin. Et puis, il ressemble beaucoup à un héros, à un personnage romantique qui était très à la mode à l'époque, qui est le vampire. Il est toujours très pâle, il ne mange jamais en public, et puis c'est un non-mort. Monte Cristo, quelqu'un qui est
sorti du cachot où il est mort d'ailleurs, hein, il a été jeté à la mer, enfin voilà, il revient parmi les vivants pour se venger. Donc il y a vraiment des traits vampiriques du héros qui sont d'ailleurs remarqués par les autres personnages, hein. C'est pas du tout moi qui invente, là c'est dit dans le roman, on l'appelle, on le compare à Lord Ruthven, qui était le héros d'une nouvelle de Polidori intitulée Le Vampire. Et c'est une nouvelle qui a été inventée par le groupe des amis de Lord Byron, en particulier ce groupe dans lequel ils ont écrit des histoires extraordinaires, hein. Le Frankenstein de Mary Shelley vient de là aussi. Et donc c'est tout cet imaginaire de la culture populaire ancienne, hein, pour une part, qui est recombiné dans le personnage de Monte Cristo. Et donc ce sont des personnages qu'on peut, quand on les adapte aujourd'hui au cinéma, quand on réinvente Monte Cristo, bien sûr il évolue, il prend les traits d'un nouvel acteur, il change de visage, il s'adapte à l'esthétique d'un autre moment historique, mais en fait dès le début ça a toujours été comme ça. Ce sont des personnages du recyclage culturel, des personnages dans lesquels on peut investir ce que l'époque y met finalement. Et ils vivent dans une sorte de culture globale, alors pas tout à fait universelle, disons occidentale, moderne, mais de culture populaire en évolution permanente. Monte Cristo ressemble beaucoup à des personnages comme par exemple Batman, le héros de DC Comics. Ce sont deux redresseurs de tort, Batman et Monte Cristo. Tous les deux comptent sur une immense richesse dont ils ont hérité, hein. Bruce Wayne a hérité de l'entreprise de ses parents, et Monte Cristo a hérité du trésor de l'abbé Faria, que Faria lui a légué quand il était en prison avant de mourir. Tous les deux, ils ont plusieurs identités, plusieurs apparences physiques complètement différentes, ce qui fait qu'on ne les reconnaît pas. Et puis pour tous les deux, la lutte contre les méchants trouve sa source dans un traumatisme, hein, l'assassinat des parents de Bruce Wayne, l'emprisonnement arbitraire pour Monte Cristo. Et puis ce sont aussi tous les deux des surhommes de la volonté, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pouvoir surnaturel, hein, mais ils ont décidé de travailler sur eux-mêmes, de se cultiver, d'apprendre des choses. Monte Cristo c'est fait tout en prison, tout un programme d'éducation, ce qui fait qu'il est capable de parler toutes les langues sans accent, il connaît la chimie, la finance, la politique internationale, enfin voilà, et tout ça c'est par la force de sa volonté. Et puis ce sont aussi des héros très complexes, des héros un peu sombres, qui posent des questions métaphysiques. Alors bon, pour Monte Cristo, la question essentielle c'est la question de la justice. La question qui est posée par ce héros et par ce roman, c'est la question de la justice, à savoir si la loi des hommes est injuste et qu'on peut emprisonner un innocent et le garder dans une forteresse, dans un fond de cachot pendant 14 ans, si la justice humaine, si la loi humaine est injuste, est-ce qu'on peut se substituer à elle pour condamner et punir, récompenser et punir les méchants? Donc, ce sont des questions tout à fait, qu'on se pose encore aujourd'hui. Alors, bien sûr, on n'y répond pas à la façon dont y répondait Alexandre Dumas et dont y répond son héros. C'est une réponse très romantique. Monte Cristo se pense investi d'une mission providentielle. Il met assez longtemps d'ailleurs à se mettre à douter du bien fondé de sa mission. On ne répondrait pas comme ça aujourd'hui à la question, mais enfin la question en elle-même, elle est toujours valable. Et c'est ce qui fait que ces personnages ont une sorte de qualité mythique, un peu atemporelle, qui leur permet de s'adapter en fait à un autre état de la culture, à d'autres esthétiques. Ça continue à fonctionner très bien encore aujourd'hui. Merci à Sarah Mombert pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Clément Morel. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.